l'Afrique, les gars veulent libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une position internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle République démocratique du Congo. Les mines, Joseph Kabila revoit à la hausse les parts de l'État dans le secteur. Dans les tout prochains jours, un nouveau code minier sera pratiqué en RDC. Le président Kabila promulguera un texte de loi définissant un nouveau cadre pour la pratique de l'activité minière dans le pays. Le nouveau code suscite des inquiétudes dans le secteur car celui-ci réduit la clause de stabilité de 10 à 5 ans et augmente certaines taxes pratiquées. Le ministre des Mines, Martin Kaboué Loulou, annonce qu'après la promulgation, la loi sera traduite dans le règlement minier pour être appliquée afin d'avoir tout son impact. À l'issue d'une réunion mercredi 7 mars, une nouvelle rencontre entre le président Kabila et les principaux dirigeants du secteur minier est prévue après la prochaine promulgation du nouveau code minier. Alors que la palabre intellectuelle prend son envol, nous allons nous interroger quant à cette nouvelle démarche purement patriotique du président Joseph Kabila. Comment comprendre cette nouvelle décision qui, une fois de plus, renvoie à la préservation des intérêts nationaux au profit des populations locales. Nous allons nous interroger tout au long de cette autre édition de la palabre intellectuelle et nous allons également découvrir les grands chantiers engagés par le président Joseph Kabila, toujours dans le secteur minier, notamment la restructuration de la GECAMINE, le géant parapublic des mines au Congo, qui jusqu'à il y a quelques années encore était pointé du doigt comme étant devenu carrément le fief des malversations de tout genre. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Bonsoir à toutes et à tous et merci donc de nous retrouver en direct pour cette autre édition d'Appel sur le continent. Nous nous interrogeons quant à la dernière décision prise par le président Joseph Kabila de revoir à la hausse les parts de l'État congolais dans le secteur minier. Un nouveau code minier a été mis sur pied avec plusieurs particularités. L'objectif est simplement de faire en sorte que l'État puisse davantage tirer profit du secteur minier pour des investissements prioritaires dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Et je vous le disais tout à l'heure, parmi les grands chantiers de restructuration du secteur minier, il y a également la restructuration de la GECAMINE, le géant des mines parapubliques au Congo, dont un certain nombre de démarches ont déjà été prises par le président Joseph Kabila dans le sens de faire en sorte que cette entité parapublique soit davantage compétitive et puisse donc mieux générer des ressources pour l'État et également puisse mieux avoir un impact significatif quant à la qualité de vie des Congolais. Je vous propose d'ailleurs à ce sujet de suivre cette allocution du président du conseil d'administration de la GECAMINE. C'était à l'occasion de l'inauguration du siège rénové de cette organisation à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cet immeuble incarne les transformations majeures que notre entreprise vit depuis quelques années, que ce soit au niveau opérationnel, social, partenarial et vivra encore pour l'amener à devenir une entreprise compétitive, capable d'exercer pleinement son rôle au bénéfice de la RDC tout entière. Cet immeuble est l'étendard qui doit tous nous inspirer. Membres du conseil d'administration ou collaborateurs, il fixe le standard d'exigence que nous attendons de nous-mêmes. Il doit également refléter auprès de nos partenaires dans les JV nos ambitions renouvelées. Car malgré nos difficultés, dont le président de l'intersyndicale a parlé, GECAMINE ne se résout pas à accepter cette situation. Il n'y a aucune fatalité comme certains voudraient nous le faire croire, et il y a même une trajectoire qui se dessine.
Nous conservons notre attachement à nos valeurs de solidarité vis-à-vis de nos travailleurs et vis-à-vis des territoires dans lesquels nous sommes implantés. Nous conservons notre culture, celle d'être une entreprise congolaise opérée par des Congolais pour des Congolais. Mais plus que tout, nous conservons notre mission première, celle de transformer les richesses du sous-sol congolais en richesses pour le peuple congolais. Comme on l'a dit, nous ne cherchons pas à ressusciter l'union minière. Ce que nous voulons, c'est construire une entreprise moderne, dotée d'une structure organisationnelle moderne, disposant d'un outil de production moderne et surtout entraînant des relations équilibrées avec ses partenaires. J'entends déjà les cyniques qui objecteront, comme ils objectent toujours, que 6 années pour arriver à ce résultat, c'est trop long et pour trop peu. Mais est-ce vraiment le cas? Avant de statuer trop vite, il faudrait peut-être se remémorer d'où vient la GECAMIN et imaginer que cette entreprise aurait pu, pour ne pas dire aurait dû disparaître et n'être plus aujourd'hui qu'un glorieux souvenir dans la mémoire des Congolais. Je voudrais rappeler devant vous tous ici plusieurs faits importants. La GECAMIN a dû faire face pendant toutes ces années à des charges sans rapport avec ses capacités productives. 12 000 personnes pour 20 000 tonnes de cuivre, c'est au minimum 9 000 personnes de trop par rapport à l'industrie moderne. Et la GECAMIN pourtant n'a jamais mis personne au chômage, personne, et a toujours honoré les salaires de son personnel. La GECAMIN n'a pas aidé par personne ou presque. Entendez-moi bien, aucune institution financière nous a fait un quelconque crédit pour investir dans l'entreprise. Nous n'avons pu compter que sur des bailleurs privés, des ressources exceptionnelles, fruit parfois de la vente de certains de nos actifs non stratégiques et des flux que nous avons souvent dû arracher de haute lutte à nos partenaires pour continuer à avancer. La GECAMIN, souvenez-vous, avait dû céder à ses partenaires 32 000 et près de 3 millions de tonnes de cobalt. Nous n'avions trouvé à notre arrivée que 600 000 tonnes de réserves potentiellement exploitables, mais non certifiées. Ce fut cela notre héritage. Beaucoup l'oublient. La GECAMIN n'a jamais touché $1 de dividende de l'ensemble de ses partenaires depuis 2002. Malgré tout cela, nous avons continué à jouer notre rôle auprès de l'État en contribuant plusieurs centaines de millions de dollars au compte du Trésor. Malgré tout cela, nous avons récupéré plusieurs actifs miniers, dont un de rang mondial, ou fait certifier des zones qui nous ont permis de reconstituer des réserves et de développer de nouveaux projets. Malgré tout cela, nous avons financé une étude de faisabilité bancable qui nous permettra bientôt de construire en propre une nouvelle usine à Kingamiambo, et il s'agira de la première nouvelle usine GECAMIN depuis 70 ans. Et nous avons dû prendre des décisions majeures en termes industriels, difficiles socialement, en fermant nos usines irrécupérables et en concentrant nos moyens sur ce qui peut encore être utilisé. Et nous avons surtout engagé la révision de nos partenariats pour qu'enfin ils bénéficient à juste proportion au pays. Mesdames et messieurs, je tiens avant toute chose, ici tout spécialement, à remercier et à saluer très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Malgré les incessantes critiques et pressions que vous avez subies depuis 2002 pour abandonner la régulation de notre secteur minier aux seules lois du marché, vous avez permis à notre pays, par les réformes que vous avez impulsées, par le rôle que vous avez souhaité conserver à la GECAMIN, vous avez permis de conserver une certaine maîtrise sur les richesses de son sous-sol et vous lui avez évité d'être privé du seul outil opérationnel encore debout pour résister aux pressions extérieures. Depuis fin 2010, vous nous avez donné votre temps et votre confiance pour engager des réformes. Je vous sais donc gré, Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre vision et par votre action. Et à rebours de tout ce que nous pouvons lire ici ou là, de nous avoir évité de subir, d'une part, le cauchemar du renard libre dans le poulailler libre,
qui n'aurait plus fait de nous que des spectateurs passifs de l'exploitation de nos propres ressources, et d'autre part, de nous avoir donné le temps et la confiance nécessaires pour engager une réforme structurelle de notre entreprise. Que chacun d'entre nous, au-delà de ses choix partisans, de ses orientations, de son positionnement sur l'échiquier politique, en soit bien conscient et sans penser trahir ses convictions, puisse vous en être reconnaissant, Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, sous votre impulsion, nous avons engagé une œuvre de transformation en profondeur de GECAMIN. Pour en faire, comme l'a dit le président de la délégation syndicale, un producteur minier dont le bâtiment qui nous surplombe devra être l'emblème. Et donc, retour sur le plateau de la palabre intellectuelle. C'était donc là le président du conseil d'administration de GECAMIN qui salue l'accompagnement du président de la République, son Excellence Joseph Kabila, dans la restructuration de cette entité parapublique qui désormais s'engage à défendre ses parts au sein des différents partenariats qui ont été développés avec d'autres entités privées pour le bien-être des populations congolaises, pour mieux participer à l'épanouissement des Congolais, malgré un effectif assez disproportionné par rapport à la production. GECAMIN tient debout parce qu'avant tout, le disait tout à l'heure, GECAMIN c'est avant tout une entité qui vise à améliorer le bien-être des Congolais. C'est pour cela que malgré tout, le personnel est resté intact. 9000 personnes de trop, mais cela n'en est pas cela est certes une préoccupation majeure, mais ne pouvons pas aboutir à des licenciements comme on pourrait le voir dans le secteur privé, parce que GECAMIN, c'est ce poumon qui se veut aux côtés de l'État pour permettre un essor des populations congolaises. On va poursuivre rapidement en ouvrant le standard. Vous nous retrouvez en direct. Et le fait marquant de l'actualité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le président Joseph Kabila Kabange qui revoit à la hausse les parts de l'État dans le secteur minier. Cela va se traduire à travers un nouveau code minier qui va être promulgué dans les prochains jours par le président congolais. Le texte est déjà passé devant les parlementaires et n'attend plus que la promulgation par le président de la République démocratique du Congo. Cela ne saurait d'ailleurs tarder car on annonce la promulgation de ce texte avant une prochaine réunion qui est prévue entre le président de la République et les principaux opérateurs miniers en République démocratique du Congo. Ceux-ci avaient déjà eu rendez-vous précédemment, mais le point culminant devrait être donc la promulgation de ce texte qui apporte donc un nouveau code minier en République démocratique du Congo, un code cette fois-ci qui revoit essentiellement les parts de l'État à la hausse. Plusieurs taxes vont être revues à la hausse dans ce nouveau code minier pour le grand plaisir des populations congolaises qui verront donc l'État prendre un peu plus pour davantage investir dans des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations. On va directement au Cameroun avec ce téléspectateur, le tout premier. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir, monsieur Tonga. Oui, monsieur Guy. Bienvenue à l'antenne. Oui, je vous adresse à nouveau mes salutations. Je salue tous les spectateurs d'Afrique Média et tous ceux qui appellent régulièrement pour soutenir le débat. Monsieur Guy Fonda, si vous le permettez, avant d'aborder ce sujet, je souhaiterais vraiment lancer un coup de gueule face à cette escroquerie, cette supercherie qu'on adresse aux femmes africaines. Donc aujourd'hui, dit-on, c'est la journée internationale de la femme. Et monsieur Guy Fonda, je voudrais vraiment dénoncer cette supercherie qui empêche les Africains, comme toujours, à célébrer la femme tous les jours que Dieu crée, et non de malmener les femmes pendant 364 jours et choisir un seul jour où on va célébrer la femme. Pour moi, c'est une supercherie. Et pour dénoncer cette supercherie-là, je vais prendre un symbole fort, qui est Madame Eyive Ngwagbo. Parce que, voyez-vous, monsieur Guy Fonda, cette femme-là a vu bombarder la présidente de la République. Elle a vu tuer des Ivoiriens, des enfants ivoiriens et des femmes ivoiriennes, avant de se faire elle-même enlever. Et croyez-moi, Madame Gbagbo
avant d'être la belle et séduisante femme de M. Gbagbo, c'est avant tout une femme. Et Mme Gbagbo est aussi une mère d'enfants. Et Mme Gbagbo est aussi une grande mère. Et Mme Gbagbo a été la première dame de Côte d'Ivoire. Donc comment pouvons-nous accepter qu'une femme comme celle-là, qui s'est battue pour les Africains et qui s'est battue pour que les enfants de Côte d'Ivoire aient un avenir un peu meilleur, comment pouvons-nous célébrer ce genre de fête quand on a une pareille dame derrière les barreaux? Ce n'est pas acceptable, je vous dis, l'amertume que vit cette femme aujourd'hui, de là où elle est, quand elle voit comment on égorge les enfants dans les rues d'Abidjan, comment on saigne les enfants dans les rues d'Abidjan, je vous assure, cette femme est à la peine. Et nous ne pouvons pas nous asseoir ici et croire qu'il y a une seule seconde moyen de fêter ou bien de célébrer cette journée-là. Vraiment, je lance un appel aux Africains de s'insurger contre cette supercherie, cette escroquerie que les Occidentaux sont en train de propager dans le monde entier en disant on peut violer des femmes, on peut éventrer les femmes comme au Cameroun parce qu'elle n'a pas l'argent pour accoucher, elle n'a pas mis 500 francs pour accoucher, ou bien on peut voler les enfants des femmes et choisir un jour dans l'année pour venir les célébrer. C'est une escroquerie. Donc je demande à mes compatriotes, à tous les Africains, quand vous voyez une petite fille en route en train de vendre ses arachides, rappelez-vous qu'elle est partie au marché acheter ses arachides, qu'elle les a lavés, qu'elle les a triés avant de se mettre à le vendre. Payez son arachide au juste prix. Quand vous voyez nos mamans vendre du poisson braisé au bord de la route, rappelez-vous qu'elle est partie acheter ce poisson, venez le nettoyer, vous connaissez les odeurs du poisson, avant de venir s'asseoir en route et se brûler au feu pour vous vendre ce poisson. Payez-lui son poisson au juste prix. C'est ça la célébration de la femme. Et non de malmener ces gens-là, ces mamans-là, ces mamans africaines, et venir choisir un jour pour les célébrer. Vraiment, c'est une honte. Voilà, M. Guy Fondop, ce petit coup de gueule. Maintenant, si vous me le permettez, je vais poursuivre, M. Tonga. Avant de poursuivre, s'il vous plaît, vous avez dit des choses extrêmement graves tout à l'heure. Alors, est-ce que la journée internationale de la femme est une journée de célébration de la femme ou alors une journée de réflexion et de revendication des droits des femmes? Parce qu'on a l'impression que chaque continent ou alors que différents pays s'approprient ce concept de façon assez particulière. Dans votre pays, le Cameroun, on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une journée de célébration, mais pourtant, dans d'autres pays, on voit plutôt qu'il s'agit d'une grande journée de réflexion et surtout de revendication pour les droits des femmes. Mais, Monsieur Guifondo, vous venez de me donner là, comment on appelle ça, un devoir à faire à la maison. Parce que je n'ai pas vraiment regardé comment ça se passe ailleurs. Je peux seulement vous dire que, à l'heure où je vous parle, je suis seul à la maison. Mais ma femme et mes soeurs ont disparu. Elles sont au bar en train de boire. En nous disant que c'est la journée de la femme. Mais ce n'est pas possible. C'est une escroquerie. Bon, je ne dis pas que je fais ce coup de gueule pour me venger de la situation isolée que je vis actuellement à la maison. Mais je vous dis, c'est vrai, je vais aller, avec votre remarque, essayer de regarder ce que c'est que ce genre de... Comment se plaque cet événement ailleurs. En fait, je n'ai même pas essayé de comprendre à quoi c'est cette journée. Mais pour moi, je préfère célébrer la femme tous les jours qui passent. Je préfère rendre à la femme camerounaise en particulier parce que c'est vraiment une grande entrepreneur qui fait vivre les foyers. Quand une femme ne sort pas, les enfants dorment affamés à la maison. Et c'est vraiment ça que je crois que c'est la même chose dans quasiment tous les pays africains. Et c'est dans ce sens-là que je m'insurgeais, M. Guifondo. Et rassurez-vous, M. Ntonga, c'est peut-être le cas dans de nombreux pays du continent africain, mais cela n'est pas le cas dans tout le monde entier. Je prends l'exemple d'un pays comme la France. En France, c'est avant tout une journée de revendication pour notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes et bien d'autres combats qui engagent aujourd'hui la gente féminine en France, mais en Afrique, malheureusement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est davantage une journée de célébration de la femme qui reste une célébration très incomprise par les uns et les autres. Mais permettez que nous puissions retourner dans le fait marquant de l'actualité qui nous engage ce soir sur le plateau de la Palabre intellectuelle. Alors, Joseph Kabila Kabange qui décide d'augmenter les parts de l'État dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Pour vous, quelle lecture ? Oui, moi je suis vraiment favorable à ce genre d'action, M. Guifondo, parce que voyez-vous, si je regarde par rapport à ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Rwanda, où le président de la République a pris la décision de fermer 700 églises, c'est en ce sens
que nous disons, apparemment, le travail d'Afrique Média a fait ses effets auprès de nos présidents. Mais ce qui manque souvent, ce sont des décisions. Et pas seulement des décisions, mais des décisions claires. Quand on voit le ministre venir prendre la parole au nom du président et annoncer cela, ça, je vous dis, monsieur Guy Fondop, ça clarifie la situation pour tout le monde, aussi bien pour les Congolais que pour les prédateurs qui viennent nous menacer. Je vous le dis en parallèle avec ce qui se passe au Cameroun. Nous avons une société comme Camtel, qui est une société de téléphonie. Et comme vous le savez, la téléphonie, c'est la mère de tous les espionnages. Or, il y a tout un groupe de prédateurs, comment monsieur Haïssi les appelait, des gens à l'intérieur du gouvernement qui veulent livrer cette société aux étrangers. Or, en livrant cette société aux étrangers, ça veut dire qu'il n'y a plus un seul secret des Camerounais qui ne peut pas être mis au service des étrangers. Mais voyez-vous, monsieur Guy Fondop, pendant tout ce tumulte-là, qui menace même le directeur actuel de Camtel, on n'a pas entendu le président de la République prendre une décision. On n'a pas entendu le ministre venir siffler la fin de la récréation et dire, écoutez, cette société n'est pas à privatiser. Allez accumuler toutes les sommes que vous voulez, allez utiliser toutes les raisons que vous voulez, cette société n'est pas à privatiser. C'est ce genre de discours que la population attend. Parce que quand la population connaît les positions du gouvernement ou du président, cette population peut alors défendre ses droits, sachant qu'ils sont derrière leur président. Mais quand nous ne connaissons pas la position du président, nous ne connaissons pas la présidence du ministre de tutelle, comme au Cameroun, dans le cas présent, on n'entend pas le président, le ministre des postes et télécommunications, qui peut prendre la décision très rapide de dire à ces prédateurs-là ou bien à ces petits hyènes ou chacals cachés dans les buissons, leur dit, peine perdue, ne vous dépensez pas, cette Camtel ne sera pas privatisée. Voilà un message clair. Et maintenant, quand on voit les décisions du président du Congo, on comprend très bien toutes les attaques qu'il a subies ces derniers temps, monsieur Guy Fondop. Si vous vous rappelez très bien, je dis vous vous rappelez. Moi, je me rappelle que vous avez fait plusieurs émissions où il avait été attaqué à plusieurs reprises sur la situation au Congo, avec des prêtres qui descendent par là, des gels des avoirs aux États-Unis. Bon, bref, c'est parce que ces prédateurs savaient que monsieur Kabila est arrivé à un niveau pour satisfaire, pour élever le niveau des Congolais, parce qu'il a d'abord fallu pacifier le Congo. Une fois que le Congo est pacifié, il faut passer à l'étape suivante. Il faut satisfaire les Congolais. Or, quand il fait le bilan, toutes les mines sont occupées par ces sociétés étrangères qui viennent piller le Congo. Alors, il suffit simplement d'augmenter la part de la société, de la GECAMINE dans ces activités pour dégager une somme supplémentaire qui peut permettre maintenant d'améliorer le sens de la vie des Congolais. Mais quand même, c'est pas croyable. Que veulent ces gens-là? Que pensent-ils? Que Kabila va prendre l'argent où pour nourrir les millions de Congolais? Mais quand même. Donc je dis, motion de soutien, comme nous disons ici au Cameroun, motion de soutien au président Kabila, motion de soutien à ce ministre-là, de ne pas seulement prendre des décisions et les laisser dormir dans les tiroirs. Parce que nous sommes en guerre. Or, en guerre, le président Déby leur dira ça, on ne prend pas de décisions qu'on va mettre au grenier. Quand on prend une décision, elle doit être appliquée immédiatement. Parce que quand on est en guerre, les décisions doivent être prises et être exécutées immédiatement pour que la population puisse sentir les bienfaits de cette décision. Mais si c'est pour prendre la décision, aller mettre ça dans un frigo ou au grenier, attendre des années, les gens vont continuer à manifester dans la rue. Voilà voilà mon sentiment sur ce sujet, M. Guy Fondop. En parallèle au Cameroun, je dis que les Camerounais prennent la leçon de cette décision du président Laurent Désiré Kabila, de M. Kabila, et de prendre une décision claire sur la situation de la Camtel. Je souhaite que le président de la République, le ministre des tutelles, décrète carrément que cette Camtel n'est pas à privatiser. Un point, un trait. Merci à vous, Monsieur Ntonga, depuis le Cameroun, pour cette contribution. Et le Standard, nous poursuivons avec Aristide Conan, qui est en Côte d'Ivoire. Bienvenue, Aristide. Alors, nous tentons de comprendre cette
ce grand pas, selon de nombreux observateurs, du président Joseph Kabila Kabange? Guy Fondop, je vous salue, mais je voudrais pour ce soir-là, cet après-midi particulièrement, saluer tous les techniciens, les caméramens, tous les agents d'Afrique Média. Vous savez pourquoi? Merci. C'est parce que, en réalité, ce qui vient de se passer, ou ce qui est en train de se passer là, est une victoire d'Afrique Média. Je voudrais dire à ces techniciens-là de ne même pas s'en faire. On aura l'occasion de les célébrer. C'est vrai qu'on voit les Guy Fondop, tous les autres journalistes, mais on aura l'occasion de les célébrer. Tous ceux qui sont au standard, tous ceux-là. Vous savez, Guy Fondop, quel président qui n'aurait pas profité de ce grand parapluie qu'est Afrique Média pour pouvoir commencer à récupérer tout ce qu'il y a à récupérer? Nous avons eu une victoire depuis que Afrique Média a été créée. Nous avons cette victoire-là, la victoire de l'opinion, la victoire de la presse, la victoire de cette puissance qu'on appelle la troisième puissance que constituent les médias. Et donc, qui ne pourrait pas profiter? Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Le président gabonais en a profité. Aujourd'hui, le président congolais en profite. Il en profite. Mon Dieu, on se rappelle, il y a quelques années, avant la création d'Afrique Média, on était tous scotchés sur ces médias-là, je ne vais même pas citer de nom, mais qui étaient véritablement des véritables laboratoires de destruction et de manipulation. Tout à l'heure, vers 16h, j'ai regardé Afrique Média et mon cœur saignait. J'ai été moi-même aussi, en fait, la mayonnaise a pris à mon niveau quand on a présenté le guide libyen, ce grand homme-là, comme étant un dictateur. Mon Dieu, moi aussi, étant obligé de regarder les médias, ces médias-là, moi aussi, disons que je suis tombé sur le coup de cette manipulation. Donc, je voudrais dire que c'est une bonne chose que tous ces présidents-là, ce que je sais, nous, qui sommes de l'Afrique occidentale, nous savons que notre réussite et notre libération va commencer par l'Afrique centrale. Ça va commencer par l'Afrique centrale. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Je pense que c'est une bonne chose. Voici ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci à vous, Aristide Conan, depuis la Côte d'Ivoire, pour cette participation. Et le pasteur Soa, lui, est au Ghana. Bienvenue, pasteur. Pasteur Soa, est-ce que vous nous recevez? Oui, bonsoir Guy Fondop, je vous reçois très bien. Bonsoir. Oui, Guy Fondop, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Comme on l'a dit tout à l'heure, mon confrère, mon collègue d'Abidjan de Côte d'Ivoire, je veux aussi également saluer également Francine, Marius, Andrien, tous les caméramans, parce que ceux-là, c'est vrai, on ne les voit pas, mais il faut un très grand travail et il faut vraiment les saluer. Guy Fondop, je voulais dire ce soir que Afrique Média est l'expression authentique de la nouvelle conscience africaine pour l'africanisation de nos sociétés et pour la libération totale de l'Afrique pour avoir réellement notre indépendance et notre souveraineté. Ceci étant dit, je voulais dire que grâce à Afrique Média aujourd'hui c'est la journée mondiale des femmes. Je voulais également saluer Mme Gbagbo qui est en prison et dire aussi à toutes les femmes des présidents, quelles pensées elles ont pour cette femme qui lutte pour la démocratie, pour l'expression libre aujourd'hui pour le monde entier dans le domaine de la femme, pour l'émancipation de la femme aujourd'hui. Qu'est-ce que ces femmes-là disent? Quelle est la réflexion qu'elles ont aujourd'hui pour cette dame, cette grande dame qui lutte également pour la libération totale de l'Afrique? Est-ce que ces dames, les femmes des prisons aujourd'hui, est-ce qu'elles ont une pensée pour elles? C'était ça. Maintenant, Guy Fondop, je voulais également dire que par rapport à ce qui se passe au Congo, je pense que le matin, nous avons également, on a été entretenu sur la paix, l'ONU. Quel est le bilan? Le temps que l'ONU a mis au Congo, le temps que l'ONU a mis partout en Afrique ici, on avait même donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, que l'ONU est venue encore en Afrique, n'a jamais apporté du paix, parce que le bilan est nul. Pourquoi le bilan est nul? Parce que l'ONU, lorsqu'ils sont venus en Côte d'Ivoire, on les appelait l'ONU-ci. C'était dans l'optique également d'apporter la paix. Mais ce n'est pas été le cas. Au contraire, ils ont convoyé plutôt les rebelles, ils ont convoyé également les ennemis pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est le même chose qui se passe aujourd'hui au Congo. C'est pourquoi nous voulons dire également qu'il faudrait que le peuple congolais également se réveille et que toute l'Afrique nous soutienne également le Congo. C'est parce qu'aujourd'hui, nous constatons que ce Congolais aujourd'hui a changé ou a consulté sa politique occidentale.
Et par rapport à cette politique étant constituée, et il est en train d'exploiter ou développer une politique par rapport aux Congolais et remettre le Congo aux Congolais. Donc, il rentre dans la visée où aujourd'hui il devient également un dictateur. Aujourd'hui, il devient un ennemi, il devient un diable. Il est en train d'être diabolisé. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il faudrait que nous, les Africains, et surtout ceux-là également qui ont les voix, tels que les leaders d'opinion, les leaders également qui disent des choses, à tout cas qui apportent leur soutien. Je veux aussi dire également à ce qui se passe au Cameroun par rapport à Camtel, il faudrait que nous sachions que lorsque une société étatique étant privatisée, cette société également, elle renferme assez de services secrets de renseignements généraux. Et en Côte d'Ivoire, lorsque Citélecom a été privatisé, à partir de là, il y a déstabilisation de la Côte d'Ivoire a commencé. Nous voulons dire au président Paul Biya de prendre une résolution dragonienne en tant que chef d'État, un président, de dire non à la privatisation de cette entreprise étatique. Et que cette entreprise également pourra encore sauvegarder également beaucoup de choses au Cameroun, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est dans le viseur des attaques, des djihadistes, de beaucoup de choses. Et les gens peuvent passer par là également pour brûler également les pistes. Alors que le Cameroun aujourd'hui est un système dans l'Afrique centrale et dans toute l'Afrique d'apporter une résistance. Et cette résistance, vous le voyez par l'Afrique média avec les intellectuels, les savants, les chercheurs, les politologues, tous ceux qui passent sur le plateau d'Afrique média, qui est en train de révolutionner également les Africains aujourd'hui. Il faut dire que ça nous va droit au cœur. Et des choses que nous, on ne savait pas. Nous sommes allés à l'école, on a étudié. Mais aujourd'hui, nous apprenons de nouvelles choses avec Afrique Média. Et chaque jour, j'ai écrit, j'ai des documents, j'ai écrit. Je suis encore à l'école d'Afrique Média. Et je suis devenu un étudiant en tant que pasteur. Et j'apprends beaucoup de choses. Vous voyez comment Afrique Média est en train de nous instruire, en train de nous ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire certaines choses que je faisais au départ. Parce que j'ai compris que, à partir d'Afrique Média, j'ai compris beaucoup de choses qui se développent et qui se passent dans le monde. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pourquoi j'ai dit qu'Afrique Média est l'expression authentique de la nouvelle position africaine aujourd'hui et de la libération de toute l'Afrique. Donc, au risque de me répéter, je voulais m'arrêter là pour dire que la grâce de Dieu soit avec vous et que nous prions Dieu pour que le Cameroun soit vraiment un Cameroun digne, comme le Cameroun l'a monté sur le plan footballistique, le Cameroun l'a monté sur le plan sport, sur le plan musique, le Cameroun était un pays leader dans l'Afrique centrale et même, je peux me dire, dans l'Afrique tout entière, parce que c'est un pays digne, que Paul bien comprenne que c'est comme ça. Et par rapport aux élections qui vont se passer, que la sagesse habite les Camerounais pour que le Cameroun ne soit pas divisé. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci qui fait donc cette soit depuis le Ghana. Merci. Merci à vous, Pasteur Soa. Depuis le Ghana, et je vous le disais tout à l'heure, le président Joseph Kabila Kabange veut augmenter les parts de l'État dans le secteur minier. Un nouveau code minier devrait rentrer en vigueur dans les tout prochains jours en République démocratique du Congo. D'ailleurs, le texte est déjà passé au Parlement et depuis 2009, le président s'attelle à augmenter également les parts de la Gécamine, le géant parapublic dans le secteur minier. Patrick Kouanguin, vous nous retrouvez à l'instant même au standard de la télévision panafricaine. Alors, vous avez écouté tout à l'heure le président du conseil d'administration de la Gécamine saluer les initiatives du président congolais dans le sens de la restructuration. Quelle est votre lecture? Allô? Oui, Patrick, est-ce que vous nous recevez? Merci, mon cher frère Guy Fodop. Un très grand bonsoir à toi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un bonsoir en particulier aux techniciens et standardistes sans qui vraiment on n'aurait pas cette possibilité qui nous est offerte comme ça de nous exprimer sur les thématiques que vous mettez à l'ordre du jour. Donc, concernant ce qui vient de se passer, mon cher frère Guy Fodop, au niveau de la RDC, je dirais... Vous savez, je suis d'un tout autre point de vue. Vous connaissez ma position vis-à-vis de la RDC, de ce grand pays, grand, riche pays. Voyez-vous, on peut être d'accord sur beaucoup d'autres thèmes et on peut ne pas être d'accord sur certains thèmes. Mais je vais argumenter. Cette décision, on doit la prendre dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte social en RDC, c'est quoi? Le contexte politico-social, je vais recadrer plutôt politico-social, c'est que M. Kabila est en train de préparer effectivement ses petits outils et ses petites armes pour mettre la pression
sur l'impérialisme occidental qu'il a déposé là-bas et qui n'en veut progressivement plus de lui. Donc, c'est un moyen de pression de sa part dans un contexte social où les populations, depuis des années et de plus en plus à travers les récentes marches, veulent absolument que ce soit de manière par la poussée populaire ou alors par les élections, on ne veut plus de M. Kabila. Donc, ça, c'est pour ça que je veux regarder ça dans le contexte. Ça, c'est une stratégie de M. Kabila. Le nouveau code minier qui pourrait fortement taxer le cobalt, ici il s'agit du cobalt, sera probablement, parce qu'encore tout ça c'est au conditionnel, sera probablement promulgué. Et c'est M. Kabila lui-même, écoutez-moi, parce qu'en fait chacun peut le vérifier. Il dit ceci et il promet aux multinationales de ne pas s'inquiéter. Il y aura un dialogue constructif avec les multinationales. Attention, donc il ne faudrait pas se précipiter, mais il faudrait laisser le temps nous convaincre de nos erreurs ou alors de nos raisons. Parce que quand un monsieur comme celui-là dit, parle de dialogue constructif, on connaît tout ça partout ailleurs dans la zone francophone de l'Afrique. Dialogue constructif, c'est quoi? Vous verrez demain un retournement. En fait, le but ultime pour monsieur Kabila, avec cette stratégie-ci, il est aux abois. Et il veut tout faire pour qu'on lui garantisse effectivement la suivi au pouvoir. Il ne s'agit que du pouvoir, que ce soit en RDC et dans la zone franc CFA, il ne s'agit que du pouvoir. Tous ces trucs qu'on fait, cette décision qu'on prend dans des contextes, parce qu'il faut situer le contexte où le peuple en a marre, c'est en fait comme à l'époque des Aztèques, des Vikings, des Incas, des Mayas, où quand le chaman, qui est le conseiller spirituel du roi de ces époques de l'Antiquité là, constatait effectivement que les récoltes étaient mauvaises. Les récoltes étaient mauvaises et on disait les dieux sont en colère contre le peuple. Le chaman décidait donc comme ça en disant au roi, il faut sacrifier des vies humaines pour effectivement réparer nos torts faits aux dieux. Et effectivement, voyez ça sous ce spectre-là. Ça sont des actions qui n'ont pas eu de construction dans le temps. On n'a rien vu venir, on n'a rien vu élaborer dans le temps. Et pour moi, en tant qu'analyste lucide, j'ai dit, ça, ce n'est qu'un jeu d'entourloupe vis-à-vis du peuple. C'est pour verser du sang et parce que le peuple sera en transe, parce que le peuple a besoin d'une victime expiatoire. Ce sont des méthodes comme on en voit RDC, on verra partout en zone France CFA et Cameroun en passant aussi. Ce sont des méthodes politiques juste pour amener une partie du peuple à croire qu'on travaille véritablement pour eux. Parce que si c'était le cas, je vous assure, ce pays-là serait aujourd'hui un pays où la diaspora rentrerait en masse et s'installerait au Congo. Ce n'est pas le cas. Les chiffres me donnent raison. Que ce soit les chiffres des institutions occidentales comme les chiffres des institutions africaines, il y a plus de Congolais qui fuient le pays que ne rentrent. Il n'y a presque pas qui rentrent. Donc vraiment, je vais m'arrêter déjà là pour l'instant. Mais j'ai dit... Patrick, vous n'allez pas... Patrick, vous n'allez pas vous en aller aussi rapidement parce que vous avez posé plusieurs préoccupations plutôt contradictoires tout à l'heure. On va essayer de comprendre cela avec vous. Vous avez dit que l'augmentation des taxes dans le secteur minier n'est qu'une façon pour le président Kabila de faire pression sur l'Occident pour que davantage il accepte qu'il soit là. Et vous avez également dit, vous avez émis des réserves quant à ce que le texte même soit promulgué finalement dans le pays. Je vous rappelle qu'un dialogue était prévu, hier, tout au long de la journée, les opérateurs miniers qui avaient demandé à rencontrer le président Joseph Kabila pour qu'il suspende la promulgation de cette loi l'ont rencontré brièvement selon nos sources d'information et celui-ci leur a dit qu'ils en parleraient très prochainement dans les prochains jours, une fois que le texte sera promulgué. Alors, si c'était une façon de faire pression, Patrick Kwangen, pourquoi ne pas donc saisir l'occasion et couper le deal tout de suite? Oui, mais mon cher frère Guy Fodor, c'est la politique. Attention, c'est la politique. Ce sont des armes politiciennes. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, ils savent, tous ceux qui sont au pouvoir et qui veulent assurer leur vie éternelle au pouvoir le savent. Ils savent que des décisions prises, comme à l'époque, dans les années 80, début 80, seront vouées à l'échec et leur verront forcément probablement tomber. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, ces gens-là connaissent mieux le contexte que nous. Nous avons seulement des éléments d'information que nous rassemblons par-ci, par-là. Nous voyons
comment vit le pays. Nous avons des indices dans le ras-le-bol, effectivement, de cette marée humaine qui quitte le pays pour s'échapper et chercher mieux ailleurs. Et le Cameroun en fait partie. Hein. Il y a une masse de Congolais qui sortent pour se retrouver au Cameroun et partout. Donc, en fait, ce sont des indices qui ne relèvent pas des incantations ou d'une vue de l'esprit. Non, je pense simplement que ce sont des stratégies, mon frère Guy Fodop. Et laissons le temps me donner tort. Mais sur cet aspect-là, je dis bien, M. Kabila et son groupe au pouvoir savent bien que s'ils ne font pas attention, s'ils ne servent pas le peuple, comme ça c'est le cas, comme ça doit être le cas pour tous les chefs d'État de la zone francophone, leur est compté. Parce qu'effectivement, les prédateurs ne dormiront pas, trouveront toujours des failles et des moyens parce que, voyez le contexte géopolitique de la RDC. Quels sont les voisins aujourd'hui de la RDC qui véritablement sont dans une coalition, cette solidarité-là? Les deux chefs d'État qui sont allés là dernièrement, ne croyons pas forcément que c'était pour aller lui donner un coup de main. Non. Diplomatiquement, ça se passe ainsi. L'Union européenne, ses prédateurs causent avec le président angolais et même M. Guesso pour dire vraiment allez calmer votre jeune homologue là parce que sinon il sera en danger. Et pour ne pas mettre les pays limitrophes aussi en danger, si le Congo aujourd'hui connaît une recrudescence, la déstabilisation, voilà comment l'Angola court vite avec Sassou Nguesso pour aller toquer à la porte et dire attention, il ne faut pas mettre encore tout dans la pagaille, sinon nous allons souffrir. C'est la géopolitique, c'est la géostratégie. Donc, moi, c'est mon analyse, mais laissons le temps effectivement me donner le contraire. Merci. Patrick, avant de laisser le temps au temps, vous en allez très rapidement. Vous avez dit tout à l'heure que si Joseph Kabila s'engage à offrir à son pays un nouveau code minier, d'ailleurs, qui augmente de 10% les redevances minières pour le cobalt et de 2% pour le cuivre et d'autres minéraux. Vous avez dit que s'il le fait, c'est parce qu'il se fait déjà tard et il voudrait cette fois-ci regagner un peu, regagner la confiance, je veux dire faire pression pour regagner la confiance de la communauté internationale. Alors maintenant, je voudrais savoir pourquoi est-ce que cette initiative est lancée depuis 2009, quand on sait qu'en 2009, le président Joseph Kabila n'était pas tant que ça sous pression quand même. Oui, mais permettez-moi de répondre. Ce n'est pas souvent trop mes habitudes, mais cette fois-ci, j'aimerais répondre à votre question par une question. Parce que je vais vous poser la question, pourquoi effectivement ce code n'a pas été voté depuis lorsqu'il n'y avait pas de problème? C'est aussi ça, il faut voir. Parce que me déposer cette question voudrait dire, OK, est-ce qu'à l'époque, quand il a eu cette idée, ou quand on a éventuellement débattu, pas au niveau de l'Assemblée, je me souviens un tout petit peu bien, c'était effectivement dans les coulisses comme ça. Mais pourquoi à cette époque ça n'a pas été fait? Pourquoi dans un contexte comme celui-ci, un contexte où il est un peu dos au mur? Non, je crois qu'il faudrait, selon moi, voir les choses dans leur contexte et dans le temps. Et s'il voulait vraiment, comme je le dis, vraiment faire cela pour le bien, parce que c'est un acte salutaire. Dans un contexte, mon cher Guy Fodop, où, et ça c'est ce que je déplore dans nos sous-régions, dans un contexte où effectivement il y a une solidarité sous-régionale, dans un contexte où les chefs d'État assis ensemble se disent on va assurer notre défense militaire, on va assurer effectivement notre autonomie alimentaire et on va doper beaucoup de secteurs et se mettre ensemble, ces actes-là seront des actes valeureux. Mais si M. Kabila, il arrivait et qu'il tombe demain pour X raisons parce que les prédateurs rôdent comme des lions en fureur, alors vous verrez bien que dans les pays limitrophes là, tout continuera comme si rien ne s'était passé. Parce qu'il n'y a pas cette solidarité. Il n'y a pas. On appelle ça de tous nos voeux, que ce soit la CEMAC, que ce soit dans cette région, que ce soit en Afrique de l'Ouest. C'est hyper important. Donc, dans ce contexte vraiment totalement divisé, là, je n'ai pas trop d'espoir en ce qui concerne toutes ces mesures-là. Pour moi, c'est juste pour distraire le peuple et essayer effectivement d'assouvir le besoin ou alors l'exigence du peuple de trouver des victimes expiatoires, du moins
un sédatif pour baisser la température ou la fièvre du peuple. Merci et bonne continuité, mon cher. Merci à vous, Patrick Ouangeng, depuis l'Allemagne. Et tout à l'heure, quand je parlais de 2009, je parlais surtout de la restructuration de la GECAMIN. Pour ce qui est de ce projet de loi, on constate clairement qu'on commence à en parler autour de 2015 avec différents exposés. Et la loi, donc, finalement, est passée au Parlement, je vous le disais tout à l'heure, et sera promulguée dans les tout prochains jours, selon des sources officielles sur place en République démocratique du Congo. Et nous nous interrogeons quant à cette nouvelle initiative du président Joseph Kabila. Et nous avons donc ce téléspectateur qui nous retrouve à l'instant. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir mon frère Guy Fondom, bonsoir tous les médias, bonsoir le monde que nous sommes. Je partage et soutiens absolument la réflexion de mon frère Tonga du Cameroun tout à l'heure concernant la journée de la femme, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Concernant le président Kabila, il était absolument grand temps que nos présidents se réveillent un temps soit plus. Quand bien même Patrice Ouangeng pourrait dire que c'est par stratégie ou par une certaine technique afin de se faire admettre par l'Occident, qu'il en soit ainsi, cela n'est pas exclu, oui, c'est possible, mais toujours est-il que c'est une démarche juste, elle est normale et c'est ce qui devrait être. Souvenez-vous, mon frère Guy Fondom, que le président, notre cher guide Kadhafi, le président libyen, le guide libyen, avait en son temps voulu augmenter la part du gouvernement libyen sur les revenus qu'amassaient les Occidentaux. Et je suis sûr que cela faisait partie, n'est-ce pas, des griefs qu'ils avaient envers lui, afin de pouvoir venir l'assassiner lâchement, comme ils l'ont fait. Ceci pour dire que nous, les Africains, nous sommes trop dociles. Nous sommes dociles et c'est pourquoi je soutiens l'acte que le président Kabila est en train de poser, même si c'est de façon stratégique. Il faut commencer à le faire. Il était grand temps. Et je le soutiens à 100%. Motion de soutien à 100% pour cela. Il faut le faire, et le plus tôt possible. Regardez un peu comment un morveux, un président aussi morveux, un boiteux comme le président Sarkozy, qui a osé demander à 5 de nos présidents qui voulaient aller régler le problème libyen de ne pas monter dans l'avion, sinon il allait le descendre. Je vous dis, mon frère Guy Fondom, si j'étais à leur place, si j'étais l'un d'entre eux, j'aurais convoqué une conférence de presse. J'allais publiquement dénoncer cette attitude belliqueuse, crapuleuse du président Sarkozy, et j'allais lancer une fatwa, une vraie fatwa, sur lui et sur toute sa famille, afin que si jamais quelque chose arrivait à mon avion, que lui et sa famille soient traqués dans leur dernier retranchement, toute leur vie, jusqu'à ce que moi s'en suive. Il faudrait que nos présidents apprennent à répondre au coup à coup. Il te gifle, tu lui gifles. Il n'est plus question de donner l'autre joue, comme le conseil, ces différentes religions qui viennent ensevelir nos cultures. Et je suis encore d'accord avec mon frère Tonga pour cela. Parce qu'ils ont raison de fermer toutes ces églises au Kenya ou je ne sais où. Il faut le faire très rapidement. Ils viennent nous endormir avec des conneries. On te gifle, il faut donner l'autre joue. Non. Regardez Poutine. Regardez Poutine. Quand les Américains ont commencé à mettre leur parapluie atomique en Europe, vous pensez qu'il s'est endormi? Non. Il a réveillé tous les scientifiques. Il les a convoqués afin de trouver l'antidote. Aujourd'hui, il vient de faire la démonstration que si tu t'attaques à lui, il te descendra. Et il n'a peur d'aucun assaillant qui va s'en prendre à lui. Et il faudrait que nous commencions à faire cela. Il faudrait que tous nos présidents commencent à faire cela. Il est grand temps. Il faut carrément donner et répondre du coup à coup. 10%, c'est même trop petit. Il aurait pu pousser plus loin. Et je suis d'accord
Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, c'est vrai, c'est depuis 2009. Il aurait dû d'ailleurs l'appliquer le plus tôt possible, en 2010 ou plus tard, afin que ces imbéciles-là comprennent qu'on ne peut pas venir gratuitement sous nos pieds, enlever toutes nos richesses et puis nous appauvrir, afin de venir enrichir ceux d'ici. Et puis la vie continue comme ça éternellement. Mon frère Guy Fondom, je supporte et je soutiens le président Kabila. Je soutiens le président gabonais. Il faut qu'il demande à Orange et à n'importe qui de payer de façon juste. Et puis, c'est pareil pour la Camtel. C'est pareil. Comment peut-on, mais bon Dieu, qu'est-ce que nous devenons, nous les Africains? Pourquoi nous sommes aussi idiots? Regardez en Côte d'Ivoire. Cet imbécile d'Alassane Ouattara. S'il vous plaît, malheureusement, oui. Vous allez retirer cette injure que vous venez de proférer à l'endroit du président de la République de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. C'est le chef de l'État. Il n'est même pas président de la République. Je t'en prie, mon frère Guy Fondom. Oui, mais il faudrait retirer l'injure d'abord. Ok, oui. D'accord. Ok, d'accord. Avec beaucoup de peine, j'accepte. Merci. Mais, poursuivez, s'il vous plaît. Sachez qu'il a liquidé, même pas liquidé, à 1 franc symbolique, le ECI et la SODECI, à son ami Bouygues. 1 franc symbolique, mon frère Guy Fondom. Et c'est l'État du Côte d'Ivoire qui continue d'entretenir les infrastructures. Et le service est par Bouygues et ils sont transformés en CUE et SODECI. Ils se ramassent tout le pactole. Personne ne peut contrôler combien de kilowatts ils vendent, et ils rapatrient tous les fonds dans leur pays. Alors, pendant combien de temps nous allons faire cela? Pendant combien de temps nous allons continuer à nous coucher pour qu'on nous marche dessus comme on marche sur le paillasson en Europe ici avant de monter sur son lit? Quand même. Ils nous ont vendus, ils nous ont colonisés, ils nous ont commercialisés. Pendant combien d'années nous allons nous coucher devant eux? Il faudrait que nos présidents se réveillent. Il ne faut pas qu'ils attendent qu'ils soient acculés avant de vouloir faire quelque chose. La Camtel va être privatisée. À qui? On a privatisé les SCI en Côte d'Ivoire. À qui? À une société publique française. France Télécom et autres. C'est pareil pour les télécommunications. Pourquoi peut-on privatiser quelque chose si ça ne marche pas dans le public? Pourquoi pouvons-nous donner cela à un autre public, à un autre secteur public d'un autre pays? Pourquoi? Est-ce que nous sommes suffisamment idiots pour ne pas voir que nous sommes dans un marché de dupes? Mais non, il faut qu'ils augmentent. On ne privatise pas la Camtel. On va augmenter les revenus que le secteur minier produit en RDC. On va faire de même au Gabon. On va faire de même partout en Afrique, jusqu'à ce que les derniers vestiges de ces pays occidentaux-là tombent dans les pays où encore leur sous-préfet réside et continue d'exploiter nos pays comme cela n'est pas permis. Mon frère Guy Fondom, je vais m'arrêter là pour que les autres aussi puissent parler. Je suis choqué et énervé, mais à la fois content du fait que le président Kabila ait au moins fait un petit pas, fût-il ce pas-là stratégique, pour que les gens l'accueillent encore dans leur sérail. Non. Il ne faudrait pas que ça s'arrête seulement à ce qu'on l'accueille. Même si on l'accueille, qu'on le rejette, il faudrait qu'ils sachent que ces gens-là, dès que tu as fait le petit pas, même si pour l'instant on te laisse un moment de répit, ils reviendront à la charge. Le fait que cela ait été mentionné, ne serait-ce que dans la bouche du président Kabila, cela a suffi pour que la fatwa occidentale soit mise sur sa tête. Que ce soit aujourd'hui ou demain, ils l'auront. Ils finiront par le tuer. Ils finiront par mettre un autre suppôt qui va venir leur donner tout gratuitement. Donc il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent. Il faudrait que chaque président africain songe à cela et qu'il puisse agir en conséquence afin que l'Afrique aujourd'hui ou demain puisse un peu se réveiller et sortir la tête de l'eau. Merci à vous pour cette intervention et préciser également que ce nouveau texte supprime aussi une clause qui garantissait la stabilité du contrat pour 10 ans. Désormais, cette stabilité ne sera plus valable que pour 5 ans. Roger, vous êtes à Dubaï et vous nous retrouvez. Alors, comment comprenez-vous cette démarche du président Joseph Kabila? Oui, bonsoir Guy Fondom.
et bonsoir à tous vos techniciens. Et j'aimerais profiter, vu que c'est la journée du Fondant, pour souhaiter bonne fête des femmes à toutes les femmes du monde, à toutes les mamans du monde, et surtout rappeler aux femmes africaines en général que, comme vous le disiez tout à l'heure, la fête des femmes, c'est une journée commémorative pour rappeler toutes les batailles que les femmes ont faites dans le passé pour pouvoir acquérir des droits. Et c'est une journée de réflexion, c'est une journée comme vous le disiez, de réflexion, pas une journée de fête, et pas une journée consumiste, comme pratiquement on le fait au Cameroun. Et on se saoule, on se boit et puis on fait tout ce qui est prohibé à la fin. Pratiquement, on perd la valeur de cette fête. Et j'aimerais en profiter pour faire pour souhaiter bonne fête des femmes à une dame que nous avons tous oubliée, qui est Madame Gbagbo. Je pense que quelqu'un l'a déjà rappelé tout à l'heure. Et pour revenir au sujet posé par Afrique Média aujourd'hui, je vais plus ou moins dans le même sens que Patrick Kwangwen, mais j'aimerais dire que sûrement la décision du président Kabila est une décision opportuniste. Il profite juste de l'occasion, mais il faut voir le côté positif de cela. Je pense que chaque fois que ces présidents seront sous contrainte ou sous l'attaque des Occidentaux comme en cette période, ils activeront un peu plus leur ménage pour trouver des idées qui, demain, seront des idées gagnantes pour demain. Je pense qu'il ne pourra plus refaire marche en arrière après cette décision. Peut-être il donnera plus de concessions dans le secteur minier, mais il ne pourra plus faire marche en arrière une fois que ceci sera voté. Donc c'est un plus pour le pays. Même si c'est de l'opportunisme. Malheureusement, c'est le besoin. C'est le besoin qui généralement génère dans le temps la créativité. Et donc, dans ce cas, le président Kabila a besoin de maintenir son pouvoir, de renforcer son pouvoir, et les ménages, il a trouvé la façon de pouvoir aller en contre-attaque par rapport aux Occidentaux. Ça, c'est sûr, comme Patrick Kwang le disait, il conservera quelque chose après si la tactique fonctionne. Et j'aimerais dire ceci, Guy Fondop, c'est quelque chose de, moi je pense, de très important. Il y a des secteurs très importants pour tous les pays du monde, et principalement pour nos pays africains, qui sont des secteurs porteurs d'économie, et qui sont aussi des secteurs support pour la sécurité du pays. Ces secteurs, petit à petit, malheureusement, nous les avons complètement délaissés, complètement vendus et complètement privatisés, malheureusement sous la pression de la communauté internationale, parce qu'on était naïf à l'époque, ou parce que pratiquement on était opportuniste, quoi, et donc on profitait comment dire, de la naïveté de qui on gouvernait pour signer des accords qui aujourd'hui pratiquement nous met en situation de faiblesse. Donc il y a des secteurs porteurs d'économie, les mines, l'eau, l'énergie. Il y a des secteurs support de la sécurité comme la télécommunication, comme la sécurité, donc l'armée, qui sont tous des secteurs qui ne peuvent être privatisés. Vous n'irez dans aucun pays vraiment souverain dans le monde et vous trouverez que pratiquement l'armée est privatisée, et une partie de notre armée est privatisée parce qu'ils vont se former automatiquement. Ils ont l'obligation de suivre des formations ou en France ou par la France quand ils rejoignent certains grades. Donc c'est privatisé. Donc la France après a du pouvoir sur ces personnes qu'il forme. Il y a les télécommunications, et je ne vois encore aucun pays vraiment souverain qui a cette télécommunication même partiellement privatisée. Il y a l'eau, les mines et l'énergie qui sont des secteurs qui fournissent énormément l'argent dans le pays. Si vous imaginez que la Glencore se fait des milliards, presque le PIL, et même plus que le PIL du Congo,
ou du Cameroun ou de plusieurs pays réunis, on parle de 130 milliards par an, qui est un budget énorme. Il faut réunir presque 5 pays africains pour pouvoir rejoindre ce budget. Donc vous imaginez que demain, nos leaders trouvent la façon, déjà petit à petit, graduellement, passer à augmenter ces taxes et nationaliser ces secteurs. Le secteur des mines doit être nationalisé dans nos pays, de façon que ce soit le Cameroun, c'est-à-dire comme nation, qui exploite ces mines, qui va les rechercher, qui va pratiquement les transformer et puis les revendre. Dans ce cas, tous ces milliards reviendront à nos pays. Malheureusement, les privatiser veut dire ne prendre qu'une petite partie, une partie infime du gain de ce que gagne le pays. Donc, je félicite le président Kabila pour cette initiative minime. Elle est vraiment minime. Nous attendons beaucoup plus d'eux, que graduellement, il récupère ces secteurs, il les ramène pratiquement à l'État. Parce que ce sont des secteurs que l'État, sont des secteurs porteurs de l'économie que l'État pratiquement doit gérer et contrôler. Donc alors, ça, c'était ma contribution, Guy Fondop. Oui, alors vous considérez que cette revue à la hausse est minime. Je voudrais ici un peu tenter de comprendre, quand on sait quand même que ce sera 10% d'augmentation, par exemple, pour 10% d'augmentation des taxes, par exemple, pour le cobalt. Est-ce que 10% est si minime que ça? Guy Fondop, 10% par rapport, c'est bien évident que par rapport aux caisses de l'État, ce sera quelque chose en plus qui entre. Mais c'est minime par rapport à ce qui est volé au pays. Et par rapport à ce que, aux mécanismes qui sont mis sur place pour contrôler pratiquement la production, la productivité réelle de ces entreprises. Malheureusement, ces entreprises, ils déclarent ce qu'ils veulent. Ils déclarent exactement ce qu'ils veulent. Donc, pour récupérer ces 10%, il suffit que l'année prochaine, dans les années à venir, ils te déclarent qu'ils ont produit moins. Et ils récupèrent sur ces 10%. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et autre chose. Alors, et autre chose, rappelez que le nouveau texte supprime aussi une clause qui garantissait la stabilité du contrat pour 10 ans. Désormais, après 5 ans, l'État peut demander une renégociation du contrat avec, avec une multinationale installée au Congo et exploitant les mines. Est-ce que pour vous, ce n'est pas également un mécanisme devant permettre davantage de faire pression sur toute multinationale qui voudrait un peu jouer au chat et à la souris? Cela est très appréciable, Guy Fondop. C'est pour ça que j'ai dit que ce sont des décisions qui, de toute façon, porteront en plus au pays. Donc, cette décision de réduire le temps de concession aux multinationales, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprécier parce que petit à petit, on pourra réduire ce temps et l'État pourra acquérir de l'autonomie petit à petit pour pouvoir récupérer ces secteurs et complètement la nationaliser et pouvoir exploiter elle-même et revendre ces mines. Donc, j'apprécie beaucoup ceci et j'espère qu'ils le feront dans beaucoup d'autres secteurs, Guy Fondop, pour pouvoir rendre flexible déjà ces contrats, avoir la possibilité de pouvoir le renégocier sur la base des offertes même des autres, donc des autres pays ou des autres multinationales internationales qui pourront se présenter. Et ça donnera de l'opportunité au pays de pouvoir faire des entrées. Ça, je l'apprécie beaucoup et c'est pour ça que j'ai dit il fallait quand même apprécier le fait que l'opportunisme du président Kabila a permis d'apporter des idées qui pourront remplir les caisses de l'État un demain. Mais il faudra vraiment aller progressivement vers la nationalisation de ce secteur parce que dans tous les pays que je connais dans le monde, les mines, l'armée, les communications, l'eau et l'énergie sont des secteurs stratégiques qui sont de l'État. Puis après, ils les exploitent. S'ils peuvent l'utiliser, s'ils peuvent l'utiliser, ils vendent. Et ainsi, ils peuvent faire vraiment des gains qui servent au pays. Merci Guy Fondop pour l'opportunité et merci Afrique Média de nous illuminer en continu. Donc, bonne continuation. Merci. Merci à vous pour cette contribution au standard de la télévision panafricaine en direct. Monsieur Yao, vous êtes en France et vous nous retrouvez. Alors, le président Joseph Kabila Kabange qui décide d'augmenter les parts de son pays dans le secteur minier. Quelle lecture?
Ma lecture, et moi je suis très fier, je suis très content de sa décision, ma lecture. Et je vais d'abord rebondir sur l'analyse de notre frère Patrick Kwangé. Et je vais dire à notre frère Patrick Kwangé qui dit, mais vous savez, on ne peut pas tout dire et le contraire. Il faut que d'abord que nous soyons solidaires d'abord à nos chefs d'État quand ils arrivent à prendre certaines décisions. Il parle de contexte. La politique se fait toujours selon le contexte. Alors, je veux dire à mon frère Patrick Kwangé que son analyse, ça pourrait être repris sur tous les médias français, et France 24, etc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas systématiquement nous flinguer ces analyses-là. Les médias français peuvent, occidentaux, nos ennemis peuvent le dire parce qu'il a pris cette décision, parce qu'il est en difficulté. Nous avons l'habitude d'entendre ces propos-là. Regardez par exemple, quand le président Kagame a rompu ses relations diplomatiques, quelle était l'analyse des Occidentaux? Parce qu'il était en difficulté dans son pays, c'est une stratégie, c'est pour ça qu'il a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Vous voyez, je ne sais pas, tout est dans le contexte. Regardez, à chaque coup, c'est comme ça, toutes les grandes décisions qui ont été prises, ça toujours question de contexte. Alors, quand on tient, si vous avez telle analyse comme ça, donc, ça déstabilise, ça discrédite complètement nos responsables politiques, ça donne de raison à nos ennemis que il a pris cette décision parce qu'il a une difficulté dans son pays. Nous avons le devoir de soutenir le chef d'État. Et alors, M. Patrick Kwangé, mais s'il a une difficulté dans son pays, s'il a pris des décisions dans l'intérêt de son peuple, où est alors où est le problème? Mais c'est bon, c'est ça la solidarité. C'est ça, nous n'avons pas à avoir à aller chercher, oui, parce qu'il a une difficulté. Quel régime n'est pas en difficulté dans son pays? Regardez aujourd'hui, même ici en Occident. Alors, c'est ça que je veux dire que mais nous avons quand même certaines analyses qu'on peut utiliser contre nous. Regardez tout ce que Gbagbo, nous avons mené beaucoup de combats ici en Côte d'Ivoire. Toutes les propositions de Gbagbo, les décisions de Gbagbo ici et en France, dans nos réunions, mais dans les médias français ici, je dis oui, parce qu'il y a une difficulté dans son pays, alors ce sont que de la poudre aux yeux. Alors nous avons, quand nous demandons la solidarité de nos chefs d'État, nous avons aussi la solidarité des peuples. Nous avons raison. Chacun se bat avec l'âme qui est à sa disposition selon le moment et la force et selon ses forces. Nous sommes très contents, très fiers. Cette proposition, en ce moment, cette révolte, cette proposition, nous avons le devoir moral à le soutenir, quel qu'en soit, à partir du moment que ça va dans l'intérêt. Mais si vous restez au pouvoir, mais ce ne sont pas les Européens. Il faut qu'on en finisse tout ça. Nous en avons vraiment marre. Vous savez, nous en avons assez que nous allons réfléchir ensemble, trouver une autre forme de politique, faire la politique à notre façon, à nous, Africains, à nous, qu'on nous amène toujours. Alors, mais s'il fait 10 ans, 20 ans au pouvoir, mais s'il arrive à trouver un autre moyen pour faire sortir l'Afrique, son pays dans cette misère, et voilà, c'est pour ça que moi j'ai à dire, et moi nous sommes de tout cœur avec lui. Nous, il a notre soutien total. On ne peut pas demander seulement le soutien à nos chefs d'État, alors que nous qui sommes des combattants, des militants, quand nos présidents ils prennent des décisions, on les soupçonne, on les fait ceci, à reprendre. Regardez par exemple le discours de président Idriss Déby et sur le France CFA. Mais ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit dans les médias français ici? Parce qu'il a voulu ce milieu, parce qu'il était en difficulté. Tout dernièrement, il a accordé en presque 1 heure d'interview à TV5 tout ce qu'il a dit. Il faut voir ces interviews ont été analysées, présentées dans la même ligne droite que M. Patrick Kwangé, oui, parce qu'il a difficulté de son pays, les califes fait ceci, il n'arrive pas à payer, etc. C'est pour ça que nous avons de temps en temps, et alors, nous avons à dire notre mot d'ordre, mais et alors, il dit ça, apparemment que ça va dans l'intérêt de son peuple, moralement, nous avons à le soutenir moralement et physiquement. Nous sommes de tout cœur avec lui, et c'est dans l'intérêt de l'Afrique et de son peuple. Merci à vous.
vous, Monsieur Yao, depuis la France, pour cette contribution. Jean Sapolo, vous êtes aux États-Unis, bienvenue à l'antenne. Le président Joseph Kabila, qui a quand même dopé au fur et à mesure que les années passaient le budget d'investissement public de son pays. On est parti de quelques 300 millions de dollars américains en 2002 à près de 9 milliards de dollars tout au long des années qui vont suivre, avec un pic autour de 2009. Alors, est-ce qu'on pourrait ici comprendre par là que le président Kabila a mis avant tout l'intérêt national au cœur de sa politique? Merci Guy Fondop. Et je salue les techniciens, je salue tous les panafricanistes. Et vraiment, vous faites un travail impeccable. Merci. Nous vous encourageons et nous prions pour vous, pour que la lutte que nous avons engagée et qui a pris vraiment naissance, corps et âme dans Afrique Média avance. Alors, Guy Fondop, vous voyez ce que Kabila a fait. Nous souhaitons que ça se prolonge et qu'il aboutisse, et qu'après lui, parce qu'il ne faudra que ce soit seulement un jeu un tricage, c'est-à-dire quelque chose qu'il va faire pour pouvoir demeurer longtemps là-bas, à moins que les gens acceptent qu'il y ait un consensus autour de lui pour que le travail qu'il a engagé vraiment avance réellement. Vous m'écoutez, Guy Fondop? Allô? Allô? Allô, Guy Fondop? Vous m'écoutez? Poursuivez, s'il vous plaît. Ah, ok, merci beaucoup, parce que c'était coupé. Alors, vous voyez, ce que nous souhaitons à nos présidents, c'est d'avoir le courage, d'oser voir autour d'eux, avoir des visions très lointaines et se débarrasser de cette peur dans laquelle les Européens les ont plongés en les enroulant dans les loges. C'est la seule chose qu'ils doivent briser pour pouvoir effectivement prendre des décisions courageuses telles que nous le voyons chez Kabila et chez d'autres personnes, d'enlever cette peur-là qu'on les a inculquées dans ces loges. Et nous en appelons à la vigilance de tous ceux-là qui militent dans ces loges maçonniques, vraiment de ne pas vendre leur pays aux Européens. Ce sont des menteurs. Ce n'est pas à eux-mêmes ce pouvoir-là. Ce pouvoir appartient aux Africains qui ne viennent pas, ils les traumatisent. C'est ce qui fait que, regardez par exemple, hier vous avez parlé de Cantel. Autour du président, il y a des gens qui veulent effectivement vendre le Cameroun aux Français parce qu'ils militent dans ces loges. On les a traumatisés. Ils pensent que ce qu'ils veulent faire, c'est une bonne chose, que ça avantage le pays. Ça n'avantage pas le pays. Ça n'avantage pas le pays. Qui prennent conscience et de couper cette chaîne-là pour être libre et de penser. C'est comme ça que nous sommes. Dieu nous a créés. Être homme libre et penser pour le bien de leur pays et non pour eux-mêmes aujourd'hui, parce que la vie ne s'arrête pas à eux. Donc, nous encourageons cette initiative de Kabila et nous en appelons aussi aux autres d'en faire autant. Je vous remercie. Et aussi, Guy Fondop, je reviens un peu sur un problème. Vous voyez, ce que Kabila a de faire aujourd'hui, ça doit apprendre aux évêques, soi-disant qu'ils sont hommes de Dieu. Pourquoi peux-tu ceci? Parce que c'est des choses qu'eux, ils doivent réclamer pour libérer leur pays au lieu de faire des marches contre leur fils, leur enfant, Kabila. Parce qu'ils sont manipulés. Dans notre Église catholique, il y a des réseaux maçonniques qui manipulent l'intelligence des Africains à travers la foi. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de vérité, de justice. Que ces évêques-là apprennent effectivement que la vérité doit libérer leur pays et non d'être complices des ennemis de leur pays. Merci. Merci à vous pour cette intervention. Monsieur Kouassi, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous nous retrouvez en direct. Bienvenue à l'antenne. Madame Alice Kouassi, plutôt, bienvenue à l'antenne. Oui, bonsoir Guy Fondop, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Guy Fondop, permettez-moi de souhaiter
une bonne fête à toutes les mamans du monde, précisément, particulièrement à Mme Simone Gbagbo, qui est en Côte d'Ivoire, dans des conditions horribles. Je souhaiterais bien qu'un jour, vous fassiez une émission sur cette dame, à la femme de Mandela, les combattantes de l'Afrique. Je leur souhaite une très bonne fête. À toutes les femmes qui ont perdu leurs enfants dans ces temps-ci, qui ont été enlevées pour des crimes rituels, je leur souhaite bon courage et de te dire bon que le bon Dieu ne laisse jamais les orphelins. En ce qui concerne le président Kabila, je pense que s'il commence à se réveiller pour le bien-être de son peuple, ça doit être salutaire. Je souhaiterais que les autres présidents aussi commencent aussi à se réveiller de leur long sommeil, de l'Afrique appartient aux Africains d'abord. Il faut chercher le bien-être du peuple avant de les autres. Le président américain dit les Américains d'abord et les autres après. Les présidents africains disent les autres après et les peuples africains, les autres d'abord et les peuples africains après. Voilà. Je vous remercie et à bientôt. Merci à vous, Madame Yao. Depuis la côte, Madame, voilà, merci à vous. Alice, depuis la Côte d'Ivoire, merci pour cette intervention au standard. Encore 7 minutes et nous quitterons le plateau de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Mais avant de poursuivre, quelques réactions, notamment celle de Brice, qui, comme tous les soirs, nous a retrouvés depuis la ville de Lille en France et qui salue les téléspectateurs du continent, saluent également cette décision du président Joseph Kabila à Kabangé et nous dit, je cite, le président Kabila travaille depuis les années 2005. D'ailleurs, on peut ici bel et bien constater que entre 2005 et 2012, il y a eu une réduction du taux de pauvreté en RDC, passant de 71% à 64% de l'effectif global de la population, nous dit Brice, qui vient de nous retrouver par Facebook Messenger. On poursuit rapidement avec le standard et cet appelant qui nous retrouve à l'instant. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Ok, merci. Monsieur Cliffondop, c'est Monsieur Abou depuis le Royaume-Uni. Et je suis très content d'être en antenne une fois de plus. Et je salue tous les appelants et dis que, comme les appelants l'ont dit précédemment, qu'en ce jour de la commémoration de la gente féminine, des femmes, nous avons une mémoire pour la première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Eivie Gbagbo, et de ce fait, nous appelons toutes les dames conscientes à soulever cette inquiétude-là, ce problème, parce que, contrairement à ce que l'Afrique, comme vous-même l'avez dit, prend ça pour une célébration des femmes seulement que dans l'amusement, il faudrait que ça soit une période de réflexion pour les femmes et dire qu'elles puissent célébrer toutes ces dames-là, ces grandes dames de leur côté qui ont essayé de combattre pour la vraie émancipation de la femme, c'est-à-dire que là où la femme doit être présente en politique, elle doit avoir les mêmes droits que les hommes, et ces dames-là qui ont fait mener ce combat comme Mme Simone Gbagbo qui a vraiment haussé la valeur de la femme en Afrique. Elle a écrit des bouquins et tout. C'est une grande dame des mérites. Il faudrait que ces dames-là songent à penser au fait que cette journée-là, c'est une journée de réflexion, c'est une journée où elles doivent redorer leur blason et montrer à la face du monde entier qu'elles sont des êtres humains à part entière, qu'elles peuvent porter le développement, qu'elles sont des mères, mais qui ont l'instruction et qui peuvent soutenir les hommes et les éduquer comme il se doit pour que les guerres cessent et qu'on soit plus conscient. Quand je dis cela, je reviens à la problématique de ce soir. Ce soir, nous parlons de
des décisions qui sont prises par nos présidents, les bonnes décisions qui sont prises dans nos présidents dans l'intérêt de l'Afrique. Et c'est le fer de lance d'Afrique Média. C'est pourquoi que nous disons à cette minorité d'Africains qui n'ont pas compris le combat d'Afrique Média, qui disent que Kabila a pris cette décision parce qu'il était en difficulté et tout. Nous leur disons que c'est pas Afrique Média, il faut dire ce genre de choses. Parce que justement, nous sommes dans le cadre d'Afrique Média. Afrique Média a un seul leitmotiv. Le leitmotiv de l'Afrique Média, c'est toujours se battre pour l'intérêt de l'Afrique. On s'en fout, on n'a pas de problème de personne. On s'en fout que cette personne-là soit un dictateur ou bien tous les noms des mauvais oiseaux que l'Occident puisse leur donner. Mais tout ce qui concourt au bien-être de l'Afrique, à l'avancée de l'Afrique, au progrès de l'Afrique, à l'intérêt de l'Afrique, quel que soit minime que ce soit, nous, on applaudit. Et c'est ça le combat d'Afrique Média. C'est-à-dire l'intérêt de l'Afrique ou rien. En toute chose, l'intérêt de l'Afrique en politique, l'intérêt de l'Afrique dans l'éducation, l'intérêt de l'Afrique dans la santé, l'intérêt de l'Afrique dans l'alimentation, l'intérêt de l'Afrique dans tous les domaines. Minime que ce soit, quand une décision a été prise dans l'intérêt de l'Afrique, nous, on n'est pas des revanchards. Si on était des revanchards, notre premier pas, ce serait de commencer à assassiner les Européens pour tout ce qu'ils nous ont fait. Donc, que ces Africains, cette minorité d'Africains qui sont revanchards, qui sont toujours en train de regarder des problèmes de personnes. Lui, il était dictateur, il a fait ça comme ça avant. Donc, non, on ne cessera jamais de dire que seuls les imbéciles ne changent pas. Nous sommes des progressistes. Afrique Média, c'est un média de progressistes. C'est pas un média. Si c'était un média sauvage, comme cette minorité d'Africains sauvages, qui sont toujours revanchards, qui sont toujours en train de ressasser, dire que Kabila était comme ça, Ali Bongo était comme ça parce que son papa était dictateur. Mais on s'en fout de cela. Quel est le Ali Bongo et le Kabila d'aujourd'hui? C'est ça qui importe. Le Kabila et le Ali Bongo d'aujourd'hui est dans une rupture. Minime que ça soit. Même si hier seulement il était sauvage et qu'aujourd'hui il décide de changer, nous, on applaudit cela. Parce que nul n'est parfait sur cette terre-là. Mais ceux qui ont le courage de vouloir changer au dernier moment, nous, on les applaudit et ils font partie de nous. C'est ceux qui refusent de changer, comme Alassane Ouattara, Dramane Ouattara, c'est eux-là que nous vomissons. Mais ceux qui, un temps soit peu, réfléchissent et reviennent sur eux-mêmes et décident d'être dignes, disent que non, j'ai assez fait de dégâts, que maintenant, je veux faire quelque chose de bien pour honorer le blason de l'Afrique ou bien pour relever l'Afrique, nous les applaudissons. Donc c'est pourquoi que nous applaudissons avec une dimension incommensurable ce que Kabila est en train de faire et dans le même pas tout ce que les autres, Ali Bongo, tout ce que, bon, le président du Tchad dit c'est un champion, il dit nous c'est notre champion, lui c'est pas une chose comme on appelle ça le panafricanisme du bavardage ou bien du verbe de la salade. Lui, c'est le panafricanisme pragmatique. Il n'y a pas son égal depuis que la terre est terre. Donc lui seulement, lui, il est hors pair. Parce que lui, il n'y a pas plus grand amour pour l'Afrique de verser le sang de ses enfants ou bien d'utiliser son budget de son pays. Actuellement, il est en difficulté à cause de toute l'aide qu'il apporte en Afrique. Nulle part au monde, quelqu'un a fait ça pour un autre pays. Lui, il allait défendre les autres pays partout et partout. Donc, c'est ça, c'est sur ce que nous disons que ces Africains revanchards, qu'ils arrêtent maintenant, qu'ils apprennent à encourager l'effort des autres, parce qu'eux-mêmes, s'ils étaient à cette place, ils n'allaient même pas faire. Parce qu'il est toujours comme ça dans les communautés. Ceux qui se plaignent le plus, là, c'est ceux qui ne font jamais rien de bon, qui ne savent pas reconnaître le bienfait, qui ne savent pas reconnaître les avancées. Ceux-là, non, c'est les plus minables et toujours. Et moi, je dis toujours à qui veut l'entendre, il est normal qu'il y ait des minables au sein d'une communauté, mais que les minables-là veulent faire la loi, veulent faire les leçons aux autres, ça devient problématique. Et nous, les hommes valides, qui reconnaissons l'effort des autres, qui reconnaissons l'humanisme dans les autres, on ne peut pas accepter ça. Si on accepte ça, c'est que nous sommes les problèmes. Parce que c'est à nous, les valides, de tirer ceux qui n'ont rien compris vers l'avant. Vous comprenez? Donc c'est ça la leitmotiv d'Afrique Média. C'est pourquoi que le président Banakali, Ulysse dit toujours qu'une avancée, minime que ce soit,
doit être toujours applaudi. Et il faudrait qu'on reste dans cette donnée-là. Il faudrait qu'on soit discipliné dans ce combat parce que ça, avec la discipline seulement qu'on sera victorieux, que nous puissions gagner réellement ce combat qui est sérieux, qui n'a rien à voir avec les enfantillages qu'on nous rabat toujours, que celui-là il était comme ça avant, maintenant il a changé, c'est parce qu'il fait une stratégie politique. Mais même s'il fait une stratégie politique, la stratégie est positive ou bien elle n'est pas positive. Elle avance l'Afrique ou bien elle n'avance pas l'Afrique. Elle est un bon modèle pour l'Afrique ou bien elle va dans l'intérêt de l'Afrique. C'est ça qui est normal et c'est ça qui est fondamental. C'est l'essentiel que ça fasse avancer l'Afrique dans l'intérêt de l'Afrique que nous saluons. Voilà, Guy Fondop, la patrie ou la mort, nous vaincrons et continuez dans le bon travail et que Dieu continue à vous bénir et bénir l'Afrique à travers Afrique Média. Bye bye. Merci à vous, Monsieur Abou, depuis le Royaume-Uni. Merci pour cette intervention. Et voilà qui met donc un terme à cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de nos programmes qui sont en continu. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.